Les causeries d'Elorac. Afro-positive. 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 Oh, c'est bon les blacks, vous aimez vous victimiser. T'as une bonne mentalité, ça change. Ils sont trop marrants tes cheveux. Ils sont bizarres, j'adore. Ces phrases, je les ai entendues et elles m'ont laissé parfois sans voix, entre sidération, incompréhension et colère. Alors je me suis posé des questions. Pourquoi ça m'agace autant ? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi ? Qu'est-ce que je porte sans même m'en rendre compte ? D'où viennent mes limites et mes élans ? Mais répondre ne suffit pas. Il faut raconter autrement, faire émerger nos héritages, comprendre ce qu'on porte et donner du sens à ce qu'on a reçu. Parce que nos héritages ne sont pas seulement des histoires à raconter, mais des ressources à comprendre. Et comprendre ce qu'on a reçu, ça élève. Ça permet de se repositionner, se libérer de certaines limites et oser différemment. Les causeries d'Elorac, afro-positives, sont nées de là. Un espace où on prend le temps d'écouter des parcours, de comprendre les transmissions et parler de ce qui construit, transforme et se transmet pour élargir le regard. Bienvenue dans les causeries d'Elorac, afro-positives. Est-ce qu'on choisit vraiment son chemin ou est-ce qu'on est d'une certaine manière préparé à l'emprunter depuis toujours ? Et quand on hérite, comment on fait pour transformer sans simplement reproduire ? Aujourd'hui, je reçois Maude, pas juste pour parler de ce qu'elle fait, mais de ce qu'il a construite. Bonjour Maude, merci d'avoir accepté cette causerie. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter avec tes mots. Bonjour Carole. Alors tout d'abord te dire que je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour qu'on puisse causer un petit peu. Alors qui je suis ? C'est une bonne question. Je peux passer un appel à un ami ? Je suis martiniquaise. C'est très important pour moi. Et je suis mère de 2 enfants. Ça aussi c'est très important. J'ai un fils et une fille. Le choix du roi, comme on dit. C'est d'abord ça qui me construit. Après, je suis construite aussi par certains de mes grands-parents. Et c'est peut-être ceux-là qui ont construit la vie que j'ai aujourd'hui, peut-être. Je suis députée du Val-de-Marne depuis 2017. Et je suis essentiellement tournée sur des sujets comme la santé, mais aussi et surtout sur des sujets de protection de l'enfance. Tu n'as pas grandi avec des parents en politique, mais il y a quand même cet héritage familial. Et quand tu étais enfant, c'était quelque chose de présent dans ton quotidien ou plutôt quelque chose de lointain ? Alors mes parents n'étaient pas engagés eux-mêmes en politique, mais j'ai un arrière-grand-père et un grand-père qui étaient députés maire en Martinique. Et donc c'était quand même relativement présent chez moi. Et mes parents étaient assez intéressés aussi par la politique, même s'ils n'en faisaient pas directement. En tout cas, de mes souvenirs d'enfance, je ne me rappelle pas de ça. Mais il y avait quand même beaucoup de présence de mon grand-père paternel. Et puis il y avait aussi beaucoup de magazines. C'est pour ça que dès l'âge de 8 ans, je lisais le Nouvel Obs. Et donc je m'intéressais déjà à la politique à l'âge de 8 ans. Je connaissais le programme des candidats à la présidentielle de 1981 quand même, parce que je lisais des articles de presse. Ça m'a passionnée très tôt, mais peut-être parce que j'avais effectivement cet entourage de politiciens dans ma famille. Et du coup, pour toi, cet univers concrètement, ça ressemblait à quoi à cet âge ? C'était dans mon univers de petite fille, ça ressemblait à rien de particulier. J'avais une sorte d'admiration pour mon grand-père. C'était quelque chose de plutôt lointain, même, je dirais, puisque ça représentait Paris. Je ne savais pas très bien ce qu'était l'Assemblée nationale. Mais je me disais, voilà, ça doit être intéressant de faire des lois, d'interdire des choses. Et
C'était plutôt lointain et je ne me suis jamais vraiment imaginée moi-même dans ce milieu-là quelques années plus tard. Je ne me suis pas projetée en me disant que je voulais faire la même chose, par exemple. Mais probablement que ça a infusé doucement en moi, en fait. Qu'est-ce que tu as reçu de cet héritage sans forcément que ce soit formulé clairement? Je crois que quelque chose qui m'aura été transmise et avec laquelle je fonctionne encore aujourd'hui, c'est probablement l'attention sincère aux gens qui viennent vous parler. C'est-à-dire un respect des personnes qui viennent vous exposer leurs difficultés. Quand on est parlementaire, quand on est député en particulier, les gens viennent vous voir un petit peu comme si vous étiez assistante sociale. Donc, ils vous confient beaucoup de leur intimité. Et il faut avoir énormément de respect et prendre ça avec beaucoup de précaution. Parce que les gens se dénudent quelque part en face de vous. Et donc, il y a un respect de la parole qui est donné, de la confiance qui est donnée. Et ça m'engage profondément. Et je pense que c'est comme ça que fonctionnait mon grand-père, Camille. Il était très très attentif à ce que les gens lui disaient. Et c'est pour ça que je sais que des années après sa disparition, il y a encore des gens qui me parlent de lui avec beaucoup de bienveillance parce qu'il l'était vis-à-vis d'eux aussi. Donc si j'ai un héritage à prendre en compte, c'est peut-être celui de la bienveillance vis-à-vis des gens qui viennent nous exposer leurs difficultés. Et il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité aussi. Est-ce qu'il y a des choses, des transmissions, des héritages que tu as compris plus tard? Ce dont on vient de parler, par exemple. Et d'ailleurs, je ne l'avais jamais formalisé. Je pense que c'est en répondant à tes questions que je me rends compte de ça. Il faut être simple, c'est quelque chose, j'espère, qui me caractérise. C'est pas forcément à moi de le dire, mais rester simple, rester humble et porter la parole des gens et essayer de les aider, en fait. Mais véritablement, pas utiliser les gens pour soi, mais être au service des gens. C'est au sens premier, au sens noble que je l'entends. Et ça, c'est irrémédiablement un héritage. Maud, en tant que femme, est-ce que tu as aussi reçu des choses particulières dans ton éducation? C'est une bonne question parce que peut-être qu'en tant que femme, que petite fille, il y a des choses qu'on n'a pas osé me dire et que j'ai comprises plus tard quand je suis moi-même devenue femme, que je suis moi-même devenue mère et que je me suis engagée aussi pour certaines causes. Tu peux nous donner un exemple? Le rapport à l'homme, peut-être, qui est un rapport particulier, qui peut être magique et qui peut être aussi fait de violence. On n'est jamais préparé quand on est une petite fille à vivre ce genre de choses, même si ça peut arriver de voir les parents se disputer, mais on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants de ces disputes. Et il y avait peut-être une pudeur, en tout cas à l'époque, à ne pas dire les choses. Donc je n'ai pas eu vraiment d'éducation à la féminité, d'éducation à ce que devait être une femme, en tout cas à ce que sont les femmes d'aujourd'hui. Je l'ai appris peut-être petit à petit, confrontée à certaines expériences, des expériences d'autres femmes peut-être, et des expériences personnelles aussi, forcément. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que quand c'est la vie qui se charge de vous apprendre les choses, il faut vraiment que vous en tiriez une leçon importante. Il ne faut pas laisser passer les choses et il faut que les douleurs que vous avez vécues puissent un jour devenir vos forces. Est-ce que cet héritage ou certains héritages t'ont déjà mis une forme de pression, même inconsciemment? Je ne suis pas sûre que j'ai eu une pression de la part de mes héritages. Je crois que je suis surtout assez fière de qui je suis. Je suis même peut-être assez ouverte à tout ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui. Je m'explique. Je suis forcément, puisque martiniquaise, d'un sang d'esclave. Je suis descendante d'esclaves. Et je dirais que c'est une force pour moi. Parce que ceux qu'on est allé mettre en esclavage, c'est ceux qui étaient forts et puissants. Donc, c'est une force pour moi. Mais je suis aussi descendante, forcément, puisqu'il y a beaucoup de métissage, de ceux qui ont colonisé, ceux qui ont mis en esclavage. Et là, je le prends comment? Je ne peux pas cracher sur mes racines. Ça m'apporte peut-être autre chose.
une certaine vision de la société, une instruction peut-être, je ne sais pas. Mais je ne veux renier aucune de mes racines. Parce qu'encore une fois, ce sont ces deux types de racines qui font la femme que je suis aujourd'hui. Donc je ne crache pas sur moi-même et ça fait ma force. Et plus l'âge avance et plus c'est une force. Parce que personne ne peut venir me dire quoi que ce soit. Personne. Parce que j'ai de la force dans ces deux types de racines, justement. Ce que tu viens de dire va très bien avec la question que j'allais te poser sur l'élément ou les éléments qui t'ont donné une forme de solidité intérieure. C'est peut-être d'avoir observé, comme je disais tout à l'heure, certaines femmes. Alors, je disais aussi qu'il n'y avait pas de transmission, on ne parle pas de certaines choses parce que c'est tabou. Mais d'observer la réaction de certaines femmes, peut-être de ma famille, m'a permis de devenir forte aussi. Parce qu'elles avaient leur force dans leurs difficultés et dans leurs combats. Donc, c'est d'observer ces femmes-là qui m'a nourrie inconsciemment, encore une fois. Parce qu'on ne se rend pas compte tout de suite, en fait, que ce qu'on est en train d'observer va nous servir un jour. Mais plus la vie passe, plus les années passent, plus l'expérience vous forge, et plus vous comprenez d'où vient cette force, en fait, de réagir et de réagir d'une certaine façon. Et c'est l'observation pour moi, l'observation des femmes de la famille. Tu as commencé par un engagement local autour de la petite enfance. Oui. Et aujourd'hui, tu es députée. Et quand on regarde ce parcours, est-ce que tu penses que cet héritage t'a donné les clés que d'autres n'ont pas forcément ? Alors, j'évoquais tout à l'heure mon grand-père paternel sur sa façon d'écouter, de recevoir les gens. Ça, c'est indéniable. C'est une question d'éducation, en fait, je dirais peut-être tout simplement. J'ai été éduquée d'une certaine façon. La politesse avait une grande, grande importance aussi. Et c'est quelque chose qui se perd d'ailleurs aujourd'hui. Et comme ça se perd, ça devient précieux. Donc ça, c'est un petit message que je passe aussi à ceux qui nous écoutent. Il y avait ça, cette politesse, ce respect de la parole qui nous était donnée. J'ai jamais eu l'occasion de parler avec eux et ça me manque beaucoup. J'aurais voulu pouvoir le faire, mais je sais pas si c'est un avantage par rapport à d'autres. Il y a des personnes qui vont entrer en politique et qui n'ont pas ces liens familiaux identiques aux miens et qui vont très très bien se débrouiller. Il y a des gens qui sont issus de familles, de politiciens et qui vont faire des conneries. Donc, je suis pas sûre que c'est parce que j'ai été petite-fille de personnalité politique que je me comporte comme ça aujourd'hui. Je pense que c'est plus l'éducation que j'ai reçue, ma capacité à mûrir aussi certaines choses. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça. Dans ta manière de comprendre, d'agir et de t'engager. Oui. C'est important d'observer les gens et de réagir. J'ai presque envie de réagir de façon saine avec les gens. Mais il ne faut pas se faire non plus emberlificoter, attention. Je pense que spontanément, je vais être plutôt ouverte, dans l'écoute, sincère. Mais attention, il ne faut pas non plus venir me raconter n'importe quoi, parce que là, la martiniquaise, l'antillaise va peut-être ressortir d'une autre façon et je peux stopper les gens de façon assez ferme aussi. Mais ouais, c'est important tout ça, de maturer les choses et puis l'altérité, la relation à l'autre est importante pour moi. Le fait d'être une femme, est-ce que ça a influencé ta manière de prendre ta place ? Ah oui, forcément. Forcément, parce que quelle que soit l'activité, une femme ne fonctionne pas de la même façon qu'un homme. Forcément. Donc oui, parce que j'ai peut-être dû lutter un petit peu plus pour montrer que j'avais toute ma place dans ce monde politique. C'est un monde qui est dur, qui est difficile. On avale beaucoup de couleuvres, souvent d'ailleurs de la part des gens qui sont le plus proches de nous. Et quand vous êtes une femme, bah oui, vous devez encore faire davantage pour montrer que vous êtes aussi à votre place, que votre parole doit être entendue, que votre
stratégie doit être entendue, que votre réflexion est importante aussi et qu'elle n'est pas à côté de la plaque. Et ça, ça a été un combat pendant les premières années de mon mandat. Aujourd'hui, je dirais que les gens ont compris. Peut-être parce que j'ai été réélue en 2022, réélue en 2024. Là, ça impose un petit peu, ça donne une stature. Mais ça ne s'est pas fait pour mes beaux yeux, ça ne s'est pas fait parce que j'ai une étiquette politique, ça s'est fait aussi parce que j'ai imposé ma façon d'être, ma façon de réfléchir. Et ça a été un combat, oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, ça a été un combat parce que je suis une femme. Et peut-être parce qu'en plus, je suis une femme de couleur. Peut-être. Peut-être. Tu t'es engagée sur des sujets très humains et notamment autour des violences intrafamiliales. Est-ce que tu fais un lien entre ces engagements et ce que tu as reçu ou construit dans ton parcours ? Je fais le lien aujourd'hui. Quand j'ai commencé ces engagements-là, je n'avais aucune idée que je pouvais être subtilement concernée par ces sujets-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que on se rend compte au fur et à mesure du temps peut-être que quand on choisit une voie, c'est pas par hasard, hein, c'est pas complètement par hasard. Et je suis en train de me rendre compte de ça, notamment sur les sujets de protection de l'enfance et de violences sexuelles sur les mineurs et l'inceste en particulier. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Tu es en cours actuellement pour agir contre les violences faites à l'enfant. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Mon premier combat, ça a été presque un combat pour moi-même. Quand j'étais gamine, j'ai pris des coups, comme beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que je dis que j'ai commencé la politique à 8 ans. C'est parce qu'à 8 ans, je voulais déjà interdire la fessée, les gifles et tout ça. J'ai jamais imaginé que c'est moi qui deviendrais la députée qui le ferait interdire. Donc j'ai commencé par les violences éducatives, comme on appelle ça. Les violences physiques, les violences psychologiques. Et puis le combat s'est porté aussi plus particulièrement sur ces violences sexuelles dont tu viens de parler. C'est atroce parce que ça fait un moment que je me rends compte avec certains de mes collègues, avec des associations, que la parole de l'enfant elle est complètement dévalorisée aujourd'hui dans notre pays. Les enfants disent les choses, on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Et donc actuellement, oui, effectivement, je préside une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles incestueuses. Plus exactement, sur le traitement judiciaire de ces violences sexuelles incestueuses, parentales, pour dire les choses. Dans la totalité, on a l'impression en fait d'un dysfonctionnement de la justice dans le traitement de ces affaires-là. Et donc, nous sommes en pleine audition. On entend beaucoup de personnes, on entend beaucoup de parents, de mères en général. Ce sont les mères qui essaient de dénoncer, de protéger les enfants. On auditionne des avocats, on auditionnera des magistrats, des experts, des associations, pour essayer de comprendre pourquoi il n'y a qu'1% des plaintes qui sont finalement traitées correctement et qui aboutissent à une condamnation de l'agresseur. Ce sont des sujets sordides. Ce que j'ai compris, et nous sommes nombreux à l'avoir compris, c'est que depuis les procès d'Outreau il y a quelques années, la parole de l'enfant a vraiment été décrédibilisée, alors que quand j'étais enfant, je me souviens qu'on disait que la vérité sortait de la bouche des enfants. Tout le monde a oublié ça. Quand j'en parle, les gens disent « Ah bon, on disait ça ?» Mais c'est pas si loin que ça. Et aujourd'hui, on ne croit plus en enfant, alors que c'est tout ce qu'il y a d'innocent en fait. Que si l'enfant vous dit qu'il a mal aux fesses, c'est pas anodin, il a vraiment mal aux fesses, il s'est passé quelque chose de pas normal. Donc voilà les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui. J'en ai parlé avec certaines personnes de ma famille et des cousines notamment. Et c'est là que je comprends que, voilà, je suis pas arrivée là par hasard. Il y a des tabous dans toutes les familles. Il y a des choses qu'on découvre, qu'on ne soupçonne pas. C'est bien pour ça que ce sont des tabous et des secrets et qui finissent par rejaillir à un moment donné. Ça va agir dans des comportements, ça va agir dans des engagements, mais ça réapparaît toujours forcément à un moment donné. Du coup, par rapport à ce dont tu viens de nous parler, est-ce que tu ressens une forme de responsabilité en lien avec ton héritage,
est-ce que le fait de mener ces actions pour les femmes, contre les violences conjugales enfants. ou de l'enfance, est-ce que tu ressens que tu portes cette responsabilité? Forcément, oui. J'ai une responsabilité à essayer de trouver avec d'autres, parce que toute seule, ça ne sera pas possible, bien sûr, mais à essayer de trouver des réponses pour éviter que les victimes ne se fracassent, en fait, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez un nombre considérable de victimes qui essaient de se suicider, par exemple. Il faut éviter ça. Dans l'idéal, c'est éviter que ces violences n'arrivent. Mais tant qu'on n'arrive pas à empêcher que ces violences n'arrivent, il faut au moins accompagner la victime. Il faut d'abord l'écouter, il faut la croire, il faut l'accompagner. Et il faut aussi, au niveau de la justice, qu'elle reconnaisse sa qualité de victime et donc qu'elle reconnaisse qu'il y a un agresseur et que cet agresseur soit condamné. C'est pour ça, par exemple, que j'ai déposé une proposition de loi en novembre dernier pour que, dans notre système, on supprime la prescription pour tous les crimes sexuels commis sur les mineurs. J'ai travaillé sur l'imprescriptibilité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ce genre de violence, d'agression, qui n'osent pas parler. Et qui le sont enfants. Qui le sont enfants, et une fois adultes, elles n'ont pas le courage de parler, ou quand elles se souviennent de ce trauma et qu'elles comprennent ce que c'était, il est parfois trop tard pour pouvoir porter plainte. Et c'est injuste, parce qu'à côté de ça, vous avez un agresseur qui a continué à vivre tout à fait tranquillement, qui n'a jamais été soupçonné de rien, puisque par définition, ces violences, c'est des violences qui se passent en dehors de la vue de tout le monde. C'est des violences qui se passent dans l'intimité, dans une chambre, enfin de façon cachée. Donc quand vous vous souvenez de ce que vous avez vécu, que vous avez enfin le courage d'en parler, ben là on vous dit la justice ne vous tend plus la main parce que c'est trop tard, il fallait faire plus tôt. Pour moi, c'est un non-sens qu'il faut abolir. Donc c'est un combat qui est très très important, et je pense qu'on n'a pas conscience encore aujourd'hui dans la société à quel point il faut le régler, parce que toutes ces personnes qui sont victimes finissent un jour par le faire subir. Alors c'est peut-être pas le terme exact, mais à la société. J'explique pourquoi je dis ça. Quand vous êtes victime, vous pouvez deux choses. Soit vous violenter plus tard, une fois que vous êtes devenu adulte, c'est-à-dire que vous allez être boulimique, vous allez être anorexique, vous allez tenter de vous suicider, soit vous allez devenir vous-même agresseur. Dans les situations de violence sexuelle sur les mineurs et d'inceste en particulier, vous avez énormément de petites filles qui sont victimes et aussi des petits garçons. Les petits garçons victimes parfois reproduisent le schéma d'agresseur. Ils deviennent eux-mêmes agresseurs. Heureusement pas la totalité des enfants victimes, des garçons victimes, mais ils reproduisent ce schéma d'agresseur. Chez les petites filles, qu'est-ce qui se passe ? Elles reproduisent aussi un schéma, et c'est le schéma de victime. Et elles vont, sans s'en rendre compte, se remettre en couple avec quelqu'un qui va les maltraiter à nouveau, par exemple, qui va les violenter, les violer, etc. C'est inconscient tout ça, mais ça existe. Et c'est ce qui fait que notre société aujourd'hui, elle est cabossée. Donc c'est pour ça que je disais que les victimes, il faut absolument les écouter, absolument les aider. Ça passe aussi par de la psychothérapie, la psychiatrie peut-être. Il y a toutes sortes d'accompagnements, mais il faut que ces accompagnements soient mis en place, mis en œuvre, y compris pour les petits garçons, les petites filles et petits garçons, parce que sinon, demain, en fait, ces gens qui feront société, et ce sera une société qui continuera de dysfonctionner. Destructrice. C'est ça. Et on est en plein dedans. Il faut regarder la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Elle est d'une violence inouïe, en fait. Et on ne comprend pas. Hein, la plupart du temps, ça vient de l'enfance et des traumas de l'enfance. On va passer aux transmissions conscientes. Après toutes ces choses importantes que tu viens de nous dire et de souligner. Aujourd'hui, avec ton parcours de femme, qu'est-ce que tu es fière d'avoir reçu ?
Avec mon parcours de femme, la première chose que je vais dire, c'est que je suis fière d'avoir reçu de l'amour, finalement, de l'amour de mes parents et de l'amour de mes enfants, de l'amour de ma famille, voilà. Peut-être parce que j'ai été la première des petits-enfants, la première enfant, la première des nièces, la première des cousines, j'en sais rien, mais je sais que j'ai reçu beaucoup d'amour et j'en ai beaucoup encore de la part de ma famille. J'ai des signaux qui me sont envoyés régulièrement, même si par moments il y a des petites périodes de tension, comme pour tout le monde, mais cet amour-là, il est là. Et quand vous recevez de l'amour, finalement, vous êtes fort pour la suite dans votre vie. Ça, c'est un héritage extraordinaire. J'ai beaucoup de chance parce que je sais que tout le monde ne reçoit pas d'amour, ne serait-ce que dans les premiers jours de sa vie. Et cet amour-là, il va falloir aller le chercher ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est important. J'en suis absolument certaine. C'est mon premier héritage, c'est l'amour. C'est l'éducation que j'ai pu recevoir aussi. Et qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir transmis à tes enfants ? Eh bien, j'espère la même chose. J'espère la même chose. La confiance aussi, je rajouterais peut-être la confiance, qu'ils apprennent à avoir confiance en eux parce que je voudrais leur démontrer que j'ai confiance en eux, voilà, et qu'ils seront capables de faire les choses demain, quand ils seront prêts, quand ils se sentiront prêts, voilà. C'est hyper important à mon sens et ça construit tout le reste. La confiance, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est quelque chose de précieux. Et ça vient aussi comme un cadeau avec l'amour. Je te fais confiance. C'est pas grave, t'as pas réussi, ça arrive, t'es tombé, tu vas te relever et tu vas recommencer. Quand on apprend à marcher, on réussit pas du premier coup. Et souvent, je fais des parallèles comme ça, et c'est ce que j'expliquais à mes enfants quand ils étaient plus petits. Je sais pas s'ils s'en souviennent, mais on acquiert quelque chose au fur et à mesure du temps et avec la répétition. Et il faut prendre des exemples basiques comme ça. Oui, on est bébé, on passe à 4 pattes. Alors moi, il paraît que j'ai jamais marché à 4 pattes, j'ai marché sur 2 pattes tout de suite. Mais on n'apprend pas tout de suite à marcher correctement. Et après, quand on a trouvé la stabilité pour commencer à marcher, un pied, un autre, etc., au final, on se rend compte qu'on est capable de courir. C'est comme ça, l'apprentissage de la vie, ça passe par ça. Donc, faire confiance, se faire confiance. Ça, c'est de l'héritage pour moi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu refuses de transmettre ? Alors, c'est une question profonde. Parce qu'à la fois, je vais peut-être refuser de transmettre certaines choses, mais j'aurais besoin d'en parler quand même à mes enfants, par exemple. Pour des traumas de violence, par exemple, je vais leur en parler parce que je crois qu'il ne faut pas de tabou en rien. Et je refuse de transmettre parce que je crois que quand je vais leur en parler, justement, ça va briser peut-être une chaîne de transmission. Donc, c'est pour ça que la réponse elle est très intéressante, elle est profonde, mais elle est complexe. C'est que je refuse de transmettre un trauma, et pour ne pas transmettre ce trauma, je vais en parler. Parce qu'il faut qu'ils aient conscience de certaines choses pour que ce schéma ne se reproduise pas dans leur vie et plus ensuite dans celle de leurs descendants, s'ils en ont. Voilà ma réponse. Je crois que pour briser un traumatisme, il faut en parler pour qu'il ne se transmette plus. Ça ne passera plus par moi. Ni par ma descendance. Ni par ma descendance. Parce que je leur dis les choses. C'est douloureux, c'est honteux peut-être, parce qu'il peut y avoir tellement de cas de figure. Mais je vais le dire parce que je veux que mes enfants, comme moi, nous ayons conscience de cette chose-là. Et qu'on se dise en fait, c'est fini. On le sait, c'était le trauma d'ancêtres, le trauma de grands-parents. Ça ne passe plus par nous. Voilà. Et si c'est quelque chose de positif, là, en revanche, il faut en parler. Il faut que ça continue de se transmettre justement en parlant, avec des prises de conscience aussi. Il faut parler, en fait. Il faut parler. Est-ce que tu as le sentiment de prolonger une histoire ou d'en écrire une nouvelle ? C'est un peu les deux, peut-être. J'écris ma propre histoire, c'est vrai, mais je prolonge forcément celle de membres de ma famille. Et parfois, je souris en me disant peut-être qu'un de mes enfants
où leurs enfants prolongeront aussi cette histoire-là. Donc c'est un peu les deux. On arrive à la dernière question, Maud. Ah déjà On aurait pu parler encore longtemps. Et si tu pouvais parler à la jeune femme que tu étais dans les moments de doute, tu lui dirais quoi aujourd'hui ? Eh ben, tu vois, j'aime beaucoup cette question-là aussi. Il y a quelque temps, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, est-ce que je suis devenue aujourd'hui cet adulte que j'aurais aimé, qui me protège quand j'étais enfant ? Je ne sais pas si je suis claire en disant ça, mais quand on est enfant, quand on pleure, quand on a des douleurs, quand on a besoin peut-être de se confier, de le dire à quelqu'un, et on ne peut pas dire à n'importe quel adulte. Et est-ce que moi, aujourd'hui, je suis devenue cette femme, cet adulte en qui un enfant aurait confiance pour se révéler, pour dire les choses ? Et je pense que oui. Et donc, à l'enfant que j'étais ou à la jeune femme que j'étais, je dirais tout simplement, bah tu vois, tu as fini par réussir. Tu as douté de toi, mais tu as réussi et ta réussite, c'est d'aider les autres à prendre confiance en eux aussi et à faire de leur trauma quelque chose de sublime. Si cet épisode des causeries d'Elorac afro-positives résonne en toi, alors reste là, parce que la suite va te parler encore plus. Je t'invite à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à me rejoindre sur les réseaux pour continuer ces échanges. Ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, c'est un parcours, mais surtout une illustration de quelque chose de plus grand. On ne part jamais de zéro. On avance avec ce qu'on a reçu, on transforme et on choisit ce qu'on transmet à notre tour. Merci Maud pour la sincérité de tes mots et pour ce que tu nous as permis de voir aujourd'hui. Merci infiniment à toi pour ton invitation. Merci à toi, auditeur, auditrice, d'avoir été là. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle causerie. Afro-positive.